Précis légal, équivalent droit à pension de retraite. Comme son titre, je pense, est assez équivoque, c'est donc toutes ces périodes non travaillées qui est équivalente à une cotisation pour ouvrir les droits à la pension de retraite. Voilà, donc comme d'habitude, on place les textes cette fois-ci dans le code, parce qu'à terme, quand même, le but de tout ça, c'est quand même de maîtriser cet outil, le code. Donc il s'agit du code de la sécurité sociale, la partie législative. On fera un précis réglementaire aussi sur la partie donc réglementaire, car il y a tout un tas de taux, de durée et de détails extrêmement importants qui sont fixés par voie réglementaire, donc on verra ça dans un précis réglementaire. Livre 3, dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général. L'assurance vieillesse, assurance veuvage. Donc on remarquera qu'on parle de régime général, mais c'est aussi valable, c'est stipulé dans les textes, là je ne l'ai pas relevé, maintenant je me rends compte que c'est dommage, mais aussi pour tout autre régime obligatoire. Assurance vieillesse, assurance veuvage, chapitre 1er, ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite, ça on y reviendra bien évidemment, c'est intéressant. La section 2, période d'assurance, période équivalente et période assimilée, sous-section 1, disposition générale, et il n'y a pas d'autres dispositions, donc c'est les articles 351-2 à l'article 351-6.1. Donc l'article 351-2, cet article donc nous dit que pour être validé, la période d'assurance doit être égale à un minimum fixé par décret, un minimum par an fixé par décret, qu'on verra dans le précis réglementaire. Par dérogation à cette disposition, on peut cumuler sur 2 ans, mais 2 ans successifs, pour avoir le minimum de cotisation par an. Par cas de force majeure, donc là c'est important parce que cas de force majeure c'est défini juridiquement, donc c'est un cas de force majeure, ce n'est pas une impossibilité manifeste comme c'est stipulé plus tard. Cas de force majeure, ça doit être imprévisible, insurmontable et extérieur à soi. Voilà. Ou impossibilité manifeste de fournir la preuve des cotisations, on peut à défaut fournir des documents probants ou des présomptions concordantes. Le versement des cotisations hors délai, les délais fixés par article 244.3 du Code de sécurité sociale, sans justificatif et hors délai, sans justificatif d'une activité rémunérée, n'ouvre pas droit à plus de 4 trimestres. Un décret fixe le plafond d'assurance, donc là on le verra, et puis c'est là qu'on se rend compte aussi que la retraite finalement peut-être ça n'intéresse pas tout le monde en France, s'il y a un plafond. Bon. Les congés formation non rémunérés. Les congés formation non rémunérés, là j'ai pas mis dispensés par l'employeur, mais j'aurais dû, parce que je me rends compte que ça a un sens finalement, sont considérés comme des cotisations équivalentes aux périodes antérieures, donc où on était rémunéré en activité, c'est le même taux pour le calcul des droits. Par la suite, l'article 351.3, donc là on rentre dans le vif du sujet. Donc sont prises en considération pour le calcul des droits à pension de retraite lors de la liquidation de l'assurance vieillesse, les prestations maladie, les indemnités journalières de maladie, les indemnités de maternité, les invalidités, les accidents de travail. Alors, attention, les rentes d'accident de travail d'avant le 1er juillet 1930, pour une incapacité permanente dont un taux est au moins égal à un taux fixé par décret. Donc une rente d'accident de travail, mettons qu'à l'époque le mec, si on veut, il travaillait à 15 ans, tiens si tu veux, pourquoi pas, j'y étais pas. 1930, 2000 ça fait 70 ans, 2015 ça fait 75 ans, mettons qu'il a commencé à travailler à 15 ans, 75 et 5, 80, 90 ans, pardon. À 90 ans, le mec il est ravi d'apprendre qu'en 2015, ses rentes d'accident de travail pour une incapacité est valable pour sa pension de retraite. Voilà. Pour tout commentaire, il y aura ce silence. Tout revenu de remplacement, dans le cadre de perte d'emploi, tout revenu de remplacement, chômage, etc. Les allocations de maintien et de sauvegarde,
lors de passage en activité partielle, donc communément appelé chômage technique, précédant un licenciement économique, les aides pour activité partielle, les aides pour absence complète d'activité, les allocations de congés solidarité, donc on a vu dans le précis légal sur les congés solidarité, sont prises en considération pour le calcul des droits à pension de retraite. Avant un certain âge fixé par décret, le chômage involontaire non indemnisé compte comme période de cotisation. Puisqu'il n'est pas indemnisé, il n'y a pas de cotisation. Le service militaire, là, il faudra faire attention, regardez le précis réglementaire, car tous ceux qui l'ont fait, ça ne vous concerne pas forcément. La mobilisation, donc en temps de guerre, là encore, ça ne concerne peut-être pas beaucoup de monde, bien qu'il y en a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Les engagés volontaires en temps de guerre, ça, il y en a un petit peu plus peut-être. Avant, et puis là encore, bravo, le 1er septembre 1939. Donc toute personne déportée, réfractaire, réfugiée, sinistrée, toutes ces périodes donc, qui n'ont pas donné lieu à cotisation puisqu'il n'y avait pas de travail rémunéré, sont prises en considération pour le calcul des droits à pension de retraite, mais là encore, 1939, il y a 80-90 ans. La détention provisoire, sauf si la durée s'impute sur la durée de la peine. Dans les conditions précisées dans le ministère concerné, donc le ministère des Sports, les périodes non validées pour les sportifs de haut niveau. Donc là, moi je connais pas trop le code des sports. Période non validée, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais sachez, sportif de haut niveau, que ça compte, c'est pris en considération. Voilà. L'article 351.4, là c'est sur les enfants et leur éducation, ouvre droit à une majoration de 4 trimestres par enfant né, donc c'est pour la mère, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle, du fait de la maternité, du fait de la grossesse, donc forcément il y a des incidences, donc ils sont indemnisés de 4 trimestres par enfant. Pour l'un ou l'autre des parents, ce coup-ci, 4 trimestres pour l'éducation des enfants, les 4 premières années, c'est-à-dire un trimestre par an, pour une naissance ou une adoption. Voilà, ces 4 trimestres peuvent être cédés à l'un ou à l'autre d'un commun accord, ou répartis équitablement, ou, comme on l'entend, tout cela d'un commun accord. Cette option de la répartition des 4 trimestres d'éducation doit être prise auprès de la caisse concernée, l'assurance vieillesse, dans les 6 mois après les 4 ans, donc avant les 4 ans et demi de l'enfant. Si les parents n'étaient pas assurés dans cette période, à la fin de ce délai aux 4 ans et demi, ce délai est reconduit de 6 mois au moment où ils sont assurés, donc où ils retravaillent et ils recotisent. En cas de désaccord, donc pour cette option, la répartition des trimestres d'éducation, c'est celui qui établira, donc par tout moyen de preuve encore, qu'il a assumé le plus longtemps l'éducation des enfants, qui bénéficiera de ces trimestres, ou à défaut, la caisse vieillesse partagera ces trimestres en deux. Le silence gardé, sauf désaccord, mais ça, généralement, s'il y a un désaccord, on le sait, donc il n'y a pas de silence, donc merci de préciser. Le silence gardé vaut désignation implicite de la mère, et non pas implicite de désignation de la mère. Ça ne veut pas dire grand-chose. Vaut désignation implicite de la mère, bénéficiant des 4 trimestres d'éducation. Si les parents sont de même sexe, ces 4 trimestres sont partagés par moitié. Cette décision n'est pas modifiable, sauf en cas de décès d'un des parents, où là, le bénéfice des autres trimestres revient aux parents survivants. Et c'est tant mieux, car on ne sait que trop, qu'on n'a pas le droit à trop grand chose dans ces moments-là, finalement, si on n'a pas pris ces dispositions personnelles. Tout cela est exactement la même chose pour les parents adoptants. Donc les trimestres d'éducation, si les parents sont adoptants, l'âge et la répartition d'un commun accord, etc. C'est la même chose pour les parents adoptants. Donc article 351.4, deuxième partie, parce que c'est un gros article quand même. Les personnes chez qui ont été placées judiciairement
l'enfant ou qui bénéficie d'une délégation totale de l'autorité parentale et qui assume donc pendant les 4 premières années l'enfant bénéficie du 351-4, hein, le grand 2. Par contre, les personnes qui, les parents, les parents qui ont été privés de l'exercice de l'autorité parentale ou à qui on a retiré l'autorité parentale les 4 premières années de l'enfant, par voie de justice évidemment, ne bénéficient pas de cette mesure, donc des trimestres d'éducation. Le nombre de trimestres correspond au nombre d'années avec qui le parent aura effectivement résidé avec l'enfant. Au moment de la liquidation des droits, alors si les parents n'ont pas une durée d'assurance minimum dans un état de la communauté européenne, de l'espace Schengen ou des confédérations suisses, ils ne peuvent bénéficier du 351-4, sauf si ils ont élevé seuls cet enfant. Le délai de 6 mois pour prendre l'option par rapport à l'attribution des trimestres d'éducation est réduit à 2 s'il n'est pas écoulé au moment de la demande de retraite. Bon. À compter du 1er janvier 2010, le bénéfice du 351-4 ne compte pas pour les dispositifs qui visent à abaisser l'âge du départ à la retraite. Donc, avant 2015, une étude d'impact sur la carrière par rapport à l'éducation des enfants est menée par les organismes compétents et donne lieu à la production d'un rapport d'orientation donc qui va orienter les prochaines lois sur les droits à liquidation de retraite et les trimestres d'éducation très certainement. Enfin, la fin de la sous-section, les articles 351.4.1 et 351.6.1. Ces articles nous disent que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, ou la prestation compensatoire lorsqu'on n'a pas le droit, prestation définie à l'article 245A du Code de l'action sociale et des familles. Donc on va faire un point aussi sur tous les codes qui régissent la loi en France, car même moi il y a des jours j'en découvre, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon. Cette allocation ou cette prestation compensatoire ouvre droit à un trimestre supplémentaire tous les 30 mois. En plus des dispositions du 351.4 donc sur les trimestres d'éducation, mais dans la limite quand même de 8 trimestres maximum. La prise en charge complète d'un adulte handicapé, dont le taux est fixé par décret, que ce soit son conjoint, son concubin, son partenaire de PAC, son ascendant, descendant collatéral, ou le conjoint concubin par ascendant, descendant collatéral d'un des membres du couple, hein, donc de l'autre forcément, si c'est pas le sien, pareil, ouvre droit à un trimestre tous les 30 mois. Là évidemment on ne bénéficie pas en plus des trimestres d'éducation puisque ce n'est pas un enfant et jusqu'à preuve du contraire, même handicapé, on n'éduque pas son conjoint ou son concubin. Le congé parental ou le congé parental d'éducation ouvre droit à une majoration d'une même période. Donc si je ne sais plus où c'en était depuis qu'ils voulaient revoir la durée du congé parental, mais la dernière fois c'était 3 ans, donc ouvre droit à une majoration d'une période équivalente. Hein. Cette disposition peut remplacer la disposition du 351.4 donc sur les trimestres d'éducation si elle est plus favorable. Là j'ai marqué que c'est rétroactif en 2010, mais finalement je me rends compte que j'ai pas vérifié la date de la loi qui met ce dispositif en place, car ça se trouve elle est de 2010, donc ce n'est pas rétroactif, mais ça prend effet à partir de 2010. Donc il y a 5 ans quand même. Donc après 62 ans, et là, pour ceux qui regarderont, vous verrez, là j'ai pas vraiment stipulé quelque part, il y a une suite de textes qui font référence les uns aux autres, et il n'y a pas vraiment de chiffres. Bon, on finit par trouver quand même. Après 62 ans, on a une majoration qui est fonction du nombre d'années où on a cotisé après l'âge, pour avoir la durée légale. Le compte personnel de prévention de la pénibilité ouvre droit à un abaissement de l'âge légal du départ à la retraite.